Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Au Québec, on peut dire que l'été est bel et bien terminé lorsque la saison de hockey commence et c'est ce week-end que je fais mon pool de hockey, donc un repêchage de joueurs. Je vous ai fait également un repêchage de jeux de société, alors mon actualité ludique du 9 octobre, c'est parti. Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver pour partager un café, petit déjeuner en votre compagnie si vous l'écoutez live. C'est l'actualité ludique, beaucoup de choses se sont passées cette semaine en commençant par le Delirium ludique, donc c'est une activité, un rassemblement de joueurs qui a eu lieu à Québec. Une des rares activités qui a eu lieu cette année, COVID oblige, donc j'étais malheureusement pas présent. C'est la première fois, donc je suis pas à Québec pour l'événement, mais Randolph était là pour l'animation d'une salle de jeu et pour souligner l'ouverture du pub Randolph de Québec qui arrive dans quelques semaines. Je vous invite à rester peut-être à l'écoute des réseaux sociaux. Ça devrait être annoncé prochainement sur Facebook. On parle d'autour du 18 octobre. Et je vous ai parlé la semaine dernière de la possibilité de gagner 2 entrées gratuites. C'est ce que je ferai tirer aujourd'hui, un petit peu plus tard dans l'émission, donc restez à l'écoute. Si j'y vais avec notre podcast, donc chaque semaine je fais une émission de podcast, donc un balado-diffusion en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. C'est notre spécial questions-réponses cette semaine. J'avais demandé de nous envoyer des questions. On a eu beaucoup de sujets qui ont été proposés. On a fait une première épisode et on s'est aperçu finalement qu'il y avait beaucoup plus de questions que prévu. Alors on va faire un tome 2 là-dessus. Alors merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions. Continuez à le faire. C'est intéressant parce que ça nous donne l'opportunité d'avoir plusieurs sujets variés lors de l'épisode. Donc merci à tous ceux qui ont proposé. Et je vous invite à aller l'écouter si vous ne connaissez pas. Donc de l'autre côté du plateau. Très intéressant et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si on y va au niveau des réceptions de cette semaine, vous voyez ici le fameux Marvel United X-Men. Bon, j'avais contribué à la première campagne de Marvel United. J'ai malheureusement pas reçu la boîte puisque j'avais mal fait mon pledge manager. Donc il a fallu que je fasse le suivi avec Siemens. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer la boîte parce que c'était sold out, ça avait tout été vendu. Ils ont proposé de me transférer ma contribution sur le X-Men qui était la deuxième campagne. Et j'ai reçu la boîte, donc bonne nouvelle, c'est rentré, donc c'est la vague 1 du transport, puisque j'ai seulement le jeu de base, éventuellement va suivre les extensions et les différents stretch goals. Je suis content parce que c'est un jeu qui m'intéressait par la thématique. Je suis amateur de comic book pour ceux qui le savent. X-Men, toujours apprécié, Wolverine notamment. Et c'est un jeu pour lequel j'ai eu certaines critiques. J'ai écouté certaines critiques et c'est quand même accessible. C'est un jeu qui est facile à mettre en place. C'est un coopératif de 1 à 5 joueurs. Alors, bien hâte de le découvrir. Je pense que ça va être facile pour moi d'en faire des parties. Alors, j'apporte ça ce week-end pour le tester, pour vous dire ce que j'en pense. Donc, Marvel United X-Men avec Spin Master Game et Siemens à suivre, à découvrir dans mon cas. Réception également de Clash of Deck. Donc, petit jeu de cartes que je vous ai présenté lors de la campagne Kickstarter, c'est de Léandre Proulx qui en est le concepteur. Il a fait un beau coup de marketing lors de sa campagne puisqu'il a offert presque gratuitement les jeux Clash of Deck. On payait seulement le transport. C'est arrivé cette semaine. Donc, c'est le jeu de base qui permet de jouer. C'est de 1 à 2 joueurs, très accessible, 8 ans et plus. J'en ai fait une présentation lors de la campagne. Et là, je viens de recevoir donc le jeu. Je vais essayer d'en faire une présentation avec mon ami Stéphane, puisque c'est un beau duel à 2 joueurs. Et tout ça pour vous dire que la campagne Kickstarter de la saison 2, qui va nous amener avec toutes les extensions, donc je pense que c'est 6 nouvelles extensions qui seront disponibles lors de cette campagne-ci. Alors, ça s'en vient début novembre. Je vais être présent parce que Léandre a communiqué avec moi. Je vais essayer de vous présenter ça pour cette date-ci. Donc, ça fait partie du fameux jeu mystère que je vous parlais. Jeu de cartes, donc Clash of Deck. Alors, bien content de l'avoir reçu. Magnifiques illustrations, comme toujours. Et sympathique jeu de cartes très accessible.
Bien hâte de vous présenter la suite et surtout de découvrir les fameuses extensions, qu'est-ce que ça va ajouter. En plus, une variante solo. Donc, je vais ressortir ça ce week-end. Je vais en faire d'autres parties. Voir comment tout ça se déroule et être prêt pour vous le présenter pour la campagne. Parlant de campagne Kickstarter, c'est sur GameFound par contre cette fois-ci. Taverne et Dragon, donc c'est de la compagnie Lord Raccoon's Game, compagnie qui nous avait offert The Last Battle of Rum. Je l'avais présenté sur la chaîne, donc Quentin et Baptiste ont recommuniqué avec moi pour m'offrir le prototype pour être en mesure de vous le présenter. C'est le 12 octobre, donc la semaine prochaine. Alors je vous concocte une petite vidéo là-dessus. C'est évidemment disponible en français, donc je pense que ça vaut la peine de regarder et d'encourager les compagnies qui sont en langue française. Alors c'est ce que je me donne comme mission et c'est pour ça que je veux l'ajouter sur ma liste. Alors bien hâte de vous le présenter celui-là aussi. Et en parlant de jeux français également, il y a une compagnie qui arrive également sur le 12 octobre sur Kickstarter. On parle du jeu, c'est plutôt un robot ludique pour pouvoir faire nos soirées de jeu. Je trouve ça très intriguant. On parle de Olem et c'est de la compagnie Ludotech qui vont être présents au Spiel. Donc moi je serai pas là, mais mon ami Joël il sera présent. Et on va essayer de ramener un prototype pour pouvoir vous faire une démonstration, l'amener dans nos pubs, le faire tester et vous le présenter pour la campagne Kickstarter qui arrive le 12 octobre, donc c'est la semaine prochaine également. Donc ça aussi, je vous invite à rester à l'affût de cette ovni ludique-là. Donc bien hâte de le découvrir avec Olem. Alors, deux beaux projets la semaine prochaine sur GameFound et Kickstarter, donc c'est à suivre le 12 octobre. Le fameux Fractal Beyond the Void, vous avez été nombreux à m'en parler. C'est donc de la compagnie qui nous avait offert Exodus, l'éveil de la corruption. Je vous avais présenté la vidéo durant le Kickstarter l'année dernière. Et cette année arrive donc Fractal Beyond the Void, mais en même temps que Voidfall, 2 4X qui se jouent en solo, qui sont dans le même univers, qui sont très comparés présentement, puis c'est deux jeux quand même assez dispendieux. Alors vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, Fractal ou Voidfall? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Sachez que j'en ai fait un point de discussion dans le podcast à la compagnie de Martin, donc on en a discuté également, on a tranché la question pour certains abonnés. Alors je vous partage mon sentiment parce que j'ai eu la chance de jouer à Fractal. J'ai par contre pas eu la chance de jouer à Voidfall, je ne l'ai pas encore. J'ai écouté des vidéos, j'ai été lire les règles. Voici ce que j'en pense. Donc Fractal, si vous avez suivi ma vidéo, vous avez vu que c'est un 4X bien amené, qui a beaucoup de belles petites mécaniques novatrices, sans être révolutionnaire. Il y a quand même des choses intéressantes dans le jeu, notamment au niveau des combats, puisqu'on n'a pas d'aléatoire, il n'y a pas de dés. Ça se passe avec un deck de cartes, on a tous les mêmes cartes et on va pouvoir, comme ça, faire des confrontations qui vont amener beaucoup de stratégie, de bluff. On va essayer de comprendre la stratégie de notre adversaire. Mais on a également des technologies qui vont augmenter la capacité de nos cartes. Donc les technologies vont quand même bonifier nos cartes. On veut prendre un certain avantage sur notre adversaire en augmentant la technologie de nos cartes combat. Ça, je trouve ça intéressant. Et également, l'aspect d'avoir un marché commun avec des cartes d'action puissantes, mais que tout le monde peut utiliser. Mais c'est ce qui va mettre fin à votre tour. Donc, on a une stratégie à savoir quand on va l'utiliser versus notre adversaire. Donc, au niveau interaction avec les joueurs, je le trouve très intéressant. C'est un 4X qui est quand même assez accessible. Je pense que c'est vous rentrez dans la gamme. Il va être beaucoup plus simple que Voidfall. Voidfall va être plus un gros jeu euro, plus axé sur le développement, que peut-être dans les deux cas, l'exploration est peut-être pas mis de l'avant. C'est peut-être pas dans le 4X l'élément qui est le plus mis d'avant. Dans Voidfall, ça va être beaucoup l'expansion et le développement des ressources qui va peut-être être mis plus en avant. C'est plus un jeu euro à gros déploiement. C'est un jeu qui va être plus compliqué à sortir que Fractal. C'est un Mind Clash game. On sait que Mind Clash fait des jeux, ça le dit, le titre le dit bien. C'est un gros casse-tête pour le cerveau. On va devoir donc, comme ça, je pense, l'apprivoiser plus tranquillement que celui-ci. Celui-ci va pouvoir se prendre en main plus rapidement. Et Voidfall va peut-être être plus complexe à sortir. Donc, mon avis, si vous voulez un vrai 4X,
plus accessible, Fractal est mon choix. Si vous êtes prêt à affronter les difficultés et beaucoup de ressources à gérer, Voidfall sera probablement plus dans vos cordes. Bref, ma préférence va du côté Fractal. En plus, c'est un produit français ou belge dans ce cas-ci. Et l'autre, dans les deux cas, c'est disponible en langue française. J'ai quand même pris les deux. Le seul hic de celui-ci, j'aurais aimé que parce qu'il y a une campagne Legacy narrative qui est disponible, mais il faut prendre la version de luxe avec l'extension qui permet de jouer. Ça ajoute le solo, mais le solo n'est pas accessible pour la campagne. J'aurais aimé ça avoir une partie de la campagne accessible en solo. Peut-être que j'y travaillerai, peut-être que je verrai comment l'adapter. Bref, j'ai pas eu la chance par contre de tester le solo. J'avais pas le deck Automata, je pense qu'il s'appelle, pour Fractal. Bref, j'espère avoir éclairé un petit peu vos lanternes. Je vous invite à peut-être aller écouter le podcast si vous voulez un petit peu plus d'informations. Alors, Fractal, beau produit, une belle production, des éléments. Il n'y a pas beaucoup d'irritants dans le jeu. Je vois le jeu bien peaufiné, bien complet, bien balancé. Alors, beau premier contact avec le jeu. J'espère juste que ce sera la même chose avec Voidfall. Je sais pour avoir les autres jeux de la compagnie Mind Clash Games que ça va être 2 coches de difficulté supérieures à ce que Fractal peut être. Donc plus difficile à sortir, mais ça reste quand même 2 bons choix. Au niveau expérience ludique, j'en ai fait beaucoup au courant de la semaine. J'ai fait mes premières parties de Sanctuary de Keepers Era. Seulement en solo par contre, c'est pas là que le jeu est à son meilleur en solo. Je devrais peut-être même penser à le bonifier avec un challenge solo. Belle production, superbes illustrations, des tapis néoprène, bref, j'ai rien à dire au niveau du jeu. C'est un jeu de confrontation de joueurs qu'on connaît quand même relativement bien. Quelques trucs intéressants. J'ai hâte de l'essayer en compagnie de mon ami Stéphane pour pouvoir voir comment ça se déroule à 2 joueurs. Donc je vais attendre avant de vous présenter ma critique vraiment d'avoir joué avec Stéphane. Mais aimer mon premier contact, le solo, à mon avis, il reste à travailler pour le rendre plus challengeant. Mais le fait d'avoir plusieurs peuples et plusieurs adversaires, parce que tous les adversaires, on peut jouer contre chacun des adversaires, ça fait en sorte qu'on peut quand même relativement changer notre partie d'une partie à l'autre selon les 2 composantes qu'on prendra, donc notre peuple à nous et le peuple qu'on va adversaire si on veut. Ça va faire en sorte que ça va changer. Un petit peu comme dans Imperium Classic et Legion, les combinaisons de decks vont changer vos parties. Alors, sans avoir la profondeur de Imperium Classic, celui-ci est quand même intéressant. Donc, Sanctuary Keepers Era. Premier contact intéressant à suivre. Iki, ça fait quelques fois que je vous en parle, tout simplement parce que j'ai adoré ma première expérience du jeu. Je l'avais présenté à Tom Vassell au Gen Con. Il est parti avec et il en a fait un podcast la semaine dernière dans lequel il le présente. Et franchement, il a fait que des éloges du jeu. Il a beaucoup apprécié. Il a aimé les composantes. Il a aimé également la nouvelle approche de Sorry We Are French avec la composition du plateau qui rend toutes les actions très bien déterminées sur le plateau. On n'a pas besoin de référer au livre de règles. Bref, content de savoir qu'il l'a apprécié. Et ça m'incite encore plus à aller voir pour faire un challenge solo. Alors, j'ai ressorti Iki puisque, franchement, belle réussite. Alors, bravo, Sorry We Are French. Bien hâte de ressortir pour en faire un challenge solo. Alors, je sais, j'en ai plusieurs que je vous ai dit qui sont dans mes cartons. Il me reste à les sortir. J'ai Quetzal, j'ai Dinner in Paris. D'ailleurs, la compagnie de Funny Fox a communiqué sur la chaîne en disant qu'ils ont hâte de voir le solo de Dinner in Paris, donc je devrais sortir ça prochainement. Expérience ludique, j'en ai fait quand même plusieurs, donc je vous avais parlé de Happy City, c'était une suggestion d'une de mes abonnés. Donc bâtissez la ville du bonheur, moi c'est vraiment dans ma thématique, alors je trouvais ça intéressant. Le jeu est très simple, alors c'est un repêchage de cartes dans lequel on va composer un engin qui va générer de l'argent, qui va nous permettre d'acheter des cartes de plus en plus puissantes. Et les cartes vont générer soit des habitants, soit du bonheur. Et c'est la combinaison des habitants multipliés par le bonheur qui va nous donner notre pointage à la fin. Alors, intéressant, très simple, familial, 30 minutes, 10 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Alors, belle suggestion si vous voulez des jeux pas compliqués à sortir puis qui va vous remettre le sourire aux lèvres.
Happy City. Je pense que c'est un bon choix. Belles illustrations aussi au niveau du jeu. Tous les bâtiments sont en thématique avec ce que le bâtiment est censé être, mais très rigolo. Alors, Happy City, oui, approuvé pour moi, j'ai bien aimé. Monster Expedition, c'est de Alexander Pfister et je suis publié chez Amigo. Je pense qu'il va être disponible également en français. Mais celui-ci, donc, il y avait une variante solo, c'est un 4 joueurs, donc je voulais l'essayer. Alors, celui-ci, je l'ai essayé, j'ai fait plusieurs parties au courant du week-end. L'avantage du solo, on a plusieurs challenges, donc des compositions et des objectifs différents. Je pense qu'il y en a 10 ou 12 à l'intérieur, qui nous permet donc 10 challenges solo, qui permet donc de changer nos objectifs d'une partie à l'autre. Alors, c'est un jeu très simple dans lequel on a 3 camps de base qui sont de 3 couleurs différentes. Ces camps-là vont nous additionner des dés, parce qu'on va toujours avoir des dés noirs, et on va avoir des dés de couleurs selon le camp qu'on va utiliser, soit jaune, soit bleu ou soit vert. Les monstres ont également les mêmes types de couleurs, donc si on va aller attaquer un monstre dans la forêt, on va aller chercher le camp dans la forêt vert et on va les affronter en composant notre pool de dés noirs, en additionnant le dé vert qui correspond à notre camp. On va comme ça brasser les dés et on va pouvoir rebrasser les dés, mais dès qu'on a un chiffre qui est déjà présent dans les dés qu'on a mis de côté, ben ça s'annule, on perd le dé. Et c'est toujours le dé le plus haut. Le but, c'est d'avoir une somme le plus élevée possible parce que plus on est élevé dans notre recherche, dans notre expédition contre les monstres, et plus on va pouvoir, comme ça, soit les capturer ou soit conquérir les monstres. On a deux façons de marquer des points. Et en augmentant, il y a certains dés, donc les dés de petite valeur ne sont pas payants dans le jeu, mais ils vont nous permettre de faire une augmentation de la valeur de notre camp. On s'en sert pour restaurer notre camp et on va tourner la carte. Et ça va nous donner des dés noirs supplémentaires. Donc, il y a un beau système de gestion de dés intéressante. Par contre, ça reste très simple. Très, très simple. Je vous dirais, vous en faites une partie, vous appréciez la mécanique, vous en faites 2-3, vous allez l'approfondir. Après 4-5 parties, vous allez comprendre que c'est sensiblement toujours dans le même esprit. Alors, il n'y a pas la subtilité ou la profondeur d'un jeu de Alexander Pfister. Je me serais attendu à peut-être un petit peu plus de sa part. Par contre, comme je cherchais un filler, c'est bon. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça peut-être avoir des layers, donc des couches supplémentaires de difficulté qui s'additionnent d'une partie à l'autre. Alors, beau premier contact. Je pense pas que c'est un jeu que je vais garder dans ma collection par contre. J'ai aimé faire mes parties. Mais je ne l'additionnerai pas à ma collection. Donc, je voulais vous partager mon expérience. Dans la même veine, je préfère un jeu comme Set a Watch, qui lui aussi joue avec les dés, mais avec une expédition. Ça a beaucoup plus de profondeur, c'est beaucoup plus engageant que Monster Expedition. Donc, si vous avez le choix entre les deux, personnellement, Set a Watch me semble plus challengeant, plus propice à augmenter le nombre de parties que vous allez jouer que Monster Expedition. Mais quand même, c'est pas un mauvais jeu. Il y a certaines mécaniques intéressantes de gestion de dés. Super Mega Lucky Box. Je voulais vous montrer la boîte parce que ça plaît pas à tout le monde. C'est les années 70 environ. C'est très simple. Donc, c'est un jeu de repêchage on a des cartes, un flip and write, si on veut, collectif. Et on va comme ça composer des cartes de bingo. Ça a l'air très simple, mais on va débloquer des bonus de fin de ligne, soit horizontalement, soit verticalement. Et ça devient à un moment donné une construction de moteur qui enchaîne les combos un par-dessus l'autre. C'est intéressant. Je pense qu'il y a un bon jeu de pub. Il y a une version solo, c'est de 1 à 6 joueurs. Je l'ai testé en solo. Un peu déçu parce qu'à ma première partie, j'ai presque fait le score parfait. Je pense que j'ai fait 67, puis je pense qu'au-dessus de 70, c'est considéré comme un super méga lucky box challenge réussi. Alors, intéressant si vous avez la chance de mettre la main quand même. C'est le genre de jeu qui peut être sorti dans n'importe quel type de public. Vous avez des gens qui sont pas joueurs autour de la table. Vous pouvez mettre ça aussi facilement que n'importe quel jeu de cartes et y jouer. C'est la bonne nouvelle. J'ai également écouté des vidéos review de Whirling Witchcraft qui est disponible chez AEG. C'est la version anglaise du jeu, mais ça va arriver en français, donc je voulais l'essayer avant qu'il arrive en français. C'est un jeu qu'on va localiser chez Randolph également. Et c'est un jeu dans lequel on a une série de mini-jeux
qui vont comme ça, on va prendre nos sorcières et on va essayer donc de faire des sorts, des potions et toutes sortes de choses pour pouvoir maximiser nos points. Il semblerait qu'il est excellent, qu'il y a plusieurs jeux qui vont faire en sorte que ça va changer le type de partie. Intéressant, donc 30 minutes, 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Le seul bémol que j'ai entendu, c'est rare que j'entends ça, c'est que le jeu est trop balancé. Alors j'ai hâte de voir ce que ça dit. Est-ce que parce qu'il y a plusieurs façons, je pense, d'avoir des chemins de victoire et qu'au bout de la ligne, on arrive quand même au même pointage. Ça, c'est intriguant. Donc, je vais creuser un peu le sujet. Donc, c'est un jeu que j'aimerais essayer au courant de la semaine. Je vais me donner un petit peu de temps. Mais, donc, puisque ça s'en vient en français et que c'est quand même un jeu qui a une belle cote de popularité présentement, alors, c'est à suivre avec les sorcières. J'ai mis de côté Sleeping God, qui va encore très bien. Donc, une belle campagne qui a lieu sur Game On Tabletop. Et on a franchi le 900 contributeurs, donc en français, c'est un jeu, je pense que tout le monde attendait. C'est sûr que c'est pas un jeu qui est très abordable, mais sachez que la boîte est vraiment très pleine, elle est vraiment très pesante. J'ai mis l'extension dedans, donc si vous voulez la boîte de base seulement, c'est excellent, ça va vous donner des heures et des heures de partie. Je vous dirais une vingtaine, trentaine de parties avant d'avoir passé au courant de la boîte de base. Et les extensions vont comme agrandir ce monde-là, qui est un monde ouvert, qui est quand même très intriguant à découvrir. L'avantage, c'est que même si vous avez vos extensions dès la première partie, mais ça fait juste augmenter la grandeur de votre map. Donc, c'est pas une extension que vous allez jouer un coup le jeu fini. Vous le mettez directement au début et ça fait en sorte que vous pouvez découvrir dès votre première partie, vous pouvez jouer avec l'extension. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, quelques jours encore à la campagne. Si vous n'avez pas contribué, je vous invite à aller voir. Si vous êtes du Canada, du Québec, vous pouvez passer par le site de randolph.ca directement, puisque c'est nous qui va s'occuper de la localisation et de la distribution ici au Québec. Alors, Sleeping Gods, pour moi, c'est un des meilleurs narratifs sur le marché présentement. J'ai mis également Too Many Bones, puisque arrive dans quelques dizaines de jours la dernière extension du jeu. Donc c'est Unbreakable de la compagnie Chip Theory Games. Donc j'ai également Undertow et là Unbreakable arrive. Ça va compléter cette gamme-ci. J'imagine qu'ils vont aller ailleurs après ça. Donc sachez que ça s'en vient. Je pense que c'est sur GameFound. Alors c'est dans une dizaine de jours. Je vous ai parlé de mon concours. Donc on va demander à Siri de nous aider un petit peu pour savoir qui va remporter ce concours-là. Alors, bonjour Siri, comment vas-tu? Je suis contente d'être en votre compagnie. Moi aussi, je suis très content d'être en ta compagnie. J'aimerais que tu me donnes un nombre entre 1 et 57. Ça fait 21. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous en prie. Alors, toujours sympathique. Donc, 21, je regarde sur notre liste, puisque j'avais quelques participants, et ça me donne Jean-Claude Deschamps. Donc, Jean-Claude, félicitations. Tu donc, as droit à 2 entrées gratuites pour le Pop de Québec. Je pense que tu restes à proximité. Alors, ça me fera plaisir de te partager ça. Tu rentres en communication avec moi directement sur l'adresse courriel. Donc, la société des jeux à gmail.com en me disant que tu as gagné le concours pour les passes de Québec et on trouvera donc la possibilité de rendre tout ça accessible pour que tu puisses venir faire un tour dès que ça ouvre. On parle mi-octobre, donc autour du 18 octobre, ça devrait être déjà effectif. On aura éventuellement un party d'ouverture un mois plus tard. On va laisser le temps à l'équipe de se rôder, puisque c'est pas évident de partir un nouveau resto. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'adaptation. On a une pénurie de main-d'œuvre en plus ici au Québec. Donc, alors, mais je sais que l'équipe est bien soudée et déjà présentement en formation. On a déjà une trentaine d'employés engagés. Alors, bonne chance à tout le monde là-bas. On se revoit pour l'ouverture. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Puis je vous invite à aller les encourager si vous êtes de la région. Alors, ça complète ma vidéo d'introduction de cette semaine. Donc, comme à l'habitude, j'ajoute pas les jeux, sauf un peut-être, on va y revenir, mais je parle pas des jeux qui sont présentés les semaines précédentes. Donc, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour voir ce qu'il y a encore sur GameFound, Kickstarter et Game on Tabletop.
mais je vais ajouter les nouveaux titres qui arrivent cette semaine et qui m'ont amené un certain intérêt, surtout à vous partager. Donc, sans plus tarder, mon actualité ludique du 9 octobre, c'est parti. Je commence ma liste de suivi cette semaine avec Fractal Beyond the Void de la compagnie Board Game Inc. de Belgique. On a présentement 2033 contributeurs pour 303 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 26 octobre prochain. Le jeu est disponible à partir de 79 € pour le jeu de base, 119 avec l'extension Beyond the Void, ajoutant une campagne narrative. L'extension Automata est disponible à partir de 29 €, ajoutant jusqu'à 2 joueurs dans vos parties et rendant le jeu de base accessible en solo. Il faut ajouter 19 à 25 € pour le shipping. C'est un beau début de campagne pour la compagnie, alors bravo. Plus de détails dans ma vidéo de présentation de ce très bon jeu de type 4X d'exploration spatiale, alors Fractal Beyond the Void jusqu'au 26 octobre prochain. Et toujours présent également Voidfall de la compagnie Mindclash Game. Excellente campagne de ce côté-là également avec 7 970 contributeurs, une hausse de 21%, 1,4 million d'accumulés et c'est une campagne qui se termine le 18 octobre prochain. 75 € pour le jeu de base, 135 pour la version Deluxe et il faut compter un transport de 20 à 25 €. La version française sera disponible, c'est un jeu coopératif, compétitif, solo pour 1 à 4 joueurs, beaucoup plus euro, des factions asymétriques, même tandem de concepteurs que ceux qui nous ont offert Imperium Classic et Legion, Nigel Bucklett et David Turzi, magnifiques illustrations de Ian O'Toole, un beau 4X, un peu plus complexe, mais j'ai quand même confirmé mon all-in avec Voidfall. Mais la surprise de la semaine revient à Mythwind, troisième projet de Brendan McCaskill du Canada, avec un surprenant 6880 contributeurs, 800 000 $ d'accumulés. 31 octobre, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 105 $ canadiens, 145 canadiens avec l'extension ajoutant un 5e joueur et 175 pour le all-in avec les figurines miniatures pour les personnages mythiques. 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, c'est un coopératif avec des personnages asymétriques, magnifique game tree pour les plateaux de joueurs qui sont également de rangement. La version française devrait être confirmée la semaine prochaine. Informations à suivre à ce sujet-là. Alors, un jeu ouvert d'exploration et de construction de cités avec des mécaniques de deck building, de placement d'ouvriers. Vraiment mon style. Alors, j'attends la confirmation de la VF la semaine prochaine avec Mythwind. Where you and your friends can work together to build a thriving community in a whimsical new land. Welcome to Mythwind. J'ajoute également le jeu Beast, un premier projet de la compagnie Studio Mindhall de Suède. Alors c'est une deuxième tentative de financement pour eux. Ça fonctionne cette fois-ci avec 4045 contributeurs, 346 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 28 octobre prochain. 75 $ canadiens pour le jeu de base, 106 pour le all-in. C'est un jeu de repêchage de cartes et de mouvements cachés fantasy pour 2 à 4 joueurs. Une mécanique de tous contre 1. Alors 60 à 120 minutes par partie, version française disponible directement dans le Pledge Manager, artistiquement différent mais accrocheur. Alors projet intéressant, on regarde ça de près avec Beast jusqu'au 28 octobre prochain. J'ajoute également un projet pour lequel j'ai eu de bonnes critiques de la part de Rado, un jeu qui m'intrigue, Roll Camera et l'extension B-Movie. On a présentement 1747 contributeurs, 107 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 29 octobre prochain. Disponible à partir de 30 $ US pour l'extension, 50 $ pour le jeu de base ou 79 $ pour les deux, donc avec l'extension. Il n'y a pas de version française encore de disponible, mais ils sont à la recherche de partenaires. 1 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes par partie. Une belle cote de popularité de 8.1 sur BGG. Alors c'est un jeu coopératif de placement de dés pour éviter les catastrophes et faire un film le moins mauvais possible avant de manquer d'argent ou de temps. La thématique m'intéresse, ça se prend pas au sérieux, c'est rigolo. Alors, un jeu qui m'intrigue, Roll Camera avec l'extension B-Movie. Signe que le mois d'octobre est arrivé également, 31 c'est l'Halloween et les jeux à thématique horreur font leur apparition. Don't Go In There, des concepteurs de Canva, donc ça pourquoi je l'ai ajouté à la liste. Alors, 1793 contributeurs, 76 000 $ d'accumulés, 29 octobre la fin de la campagne.
Alors, toujours des jeux abordables avec la compagnie. On parle de 25$ US pour le jeu de base, 35$ pour la version Deluxe. C'est un jeu rapide de 30 à 40 minutes pour 2 à 4 joueurs. Entrer dans cette maison hantée est à vos risques puisqu'il s'agit d'un jeu de repêchage de cartes, mais tous les cartes sont maudites et activeront d'un certain nombre de dés qui va nuire à votre progression, donc celui qui va pousser sa chance au maximum pour espérer sortir le premier du manoir. Beau concept de boîte qui représente également une tour à dés. Alors Martin Lafrenière, probablement un jeu pour toi. Intéressant, donc Don't Go In There, c'est jusqu'au 29 octobre prochain. Alors ça complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de lire vos coups de cœur de la semaine et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous, bye!